Bonjour à toutes et à tous. Je suis Isabelle Aubrèche, directrice associée au sein de Valtus, leader français et européen du management de transition. Merci d'avoir répondu nombreux à notre invitation à ce webinaire qui marque tout l'intérêt que vous portez à ce sujet. Merci à vous deux, Sophie et Alain, pour votre présence aujourd'hui afin de partager vos éclairages sur la thématique de la diversité en entreprise et plus spécifiquement de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'objectif n'est certainement pas de culpabiliser les hommes en faisant l'apogée d'un monde exclusivement composé de femmes, et réciproquement, mais il s'agit davantage d'échanger sur les bénéfices qu'apporte concrètement la parité des genres. Et pour ce faire, vous allez nous partager quelques indicateurs sur l'impact de la diversité en entreprise, nous expliquer en quoi la féminisation des équipes peut être un vrai levier de performance profitable à tous. Vous nous donnerez quelques clés pour reconnaître et déjouer les préjugés de genre qui se manifestent de manière ordinaire sur le lieu de travail. Et vous aurez aussi à cœur de nous partager des outils simples pour promouvoir l'égalité professionnelle en entreprise. Bref, un programme alléchant pour lequel Sophie Coudreuse et Alain Châtaignier se sont prêtés au jeu, et ce, en toute parité. Sophie, tu es directrice conseil RH avec une vraie expertise sur les sujets de la diversité, de l'égalité et du handicap. Tu accompagnes des dirigeants dans leur trajectoire professionnelle en lien avec ces sujets et tu animes notamment des formations de sensibilisation visant à développer une culture plus inclusive. Tu aimes aussi cultiver ta curiosité en t'épanouissant lors de tes temps libres dans le jardinage, avec la culture de légumes et de jolies fleurs. Alain, tu as exercé comme ingénieur d'affaires, parapétrolier offshore, puis consultant en organisation et ensuite comme DRH au sein de grands groupes de l'industrie. À présent, tu mets à disposition tes expertises pour mentorer des dirigeants en évolution professionnelle. À titre privé, tu te vivifies à travers de longues marches parisiennes sans oublier de partager des temps de joie avec le sourire plein de malice de ta petite fille Louise. Avant de vous céder la parole, sachez que ce webinaire se veut interactif. Alors posez vos questions au fur et à mesure sur le chat et je ne manquerai pas de les poser à nos interlocuteurs en retour. Sophie, Alain, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup Isabelle et bonjour à toutes et à tous. Alors l'égalité des genres, c'est avant tout un enjeu de justice et d'épanouissement, en plus d'être une obligation légale. Mais l'égalité de genre, c'est également un levier de performance à l'échelle d'une équipe, de l'entreprise et de la société dans son ensemble. Plusieurs études le démontrent. Les entreprises qui portent une attention accrue et font progresser l'égalité entre les femmes et les hommes sont plus performantes sur le plan social, économique et financier. Par exemple, l'étude de la Leeds University Business School démontre qu'avoir une femme au conseil d'administration réduit le risque de faillite de 20%. Un rapport de l'Institut Montaigne nous apprend qu'entre 2006 et 2016, le CAC 40 a perdu 4% de sa valeur et dans le même temps, les entreprises les plus féminisées de ce même CAC 40 ont gagné 60%. 60%, c'est un chiffre que vous retrouvez sur l'étude Deloitte sur la diversité et l'inclusion et qui montre que les entreprises dotées de politiques d'égalité des chances dans l'emploi et de culture favorisant la mixité ont près de 60% de chances supplémentaires de voir leurs profits et leur productivité augmenter. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que du point de vue des employeurs également, la promotion des femmes au sein d'entreprises serait synonyme de meilleurs résultats économiques d'après plusieurs études, notamment un rapport de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui a porté sur près de 13 000 sociétés dans 70 pays, a conclu que les groupes favorisant la mixité, en particulier dans les hautes fonctions, et on y reviendra, la féminisation des directions est une question essentielle pour la performance des entreprises. Donc, cette étude a montré que les groupes favorisant la mixité dégageaient beaucoup plus de profits. Et dans près de 3/4 d'entre eux, la progression de la parité dans le management se traduirait par 5 à 20% de bénéfices en plus.
Alors, c'est une tendance qui a été confirmée aussi par une étude de l'Institut Montaigne, qui a porté sur 300 sociétés à travers le monde. Et parmi celles-ci, donc celles qui comptaient le plus de femmes dans leur comité exécutif, affichaient une proportion de 55% en plus sur les résultats d'exploitation que celles dirigées à 100% par des hommes. Il y a effectivement plusieurs personnes qui disent que pour s'adapter à un monde d'hommes, les femmes ont dû développer en fait des comportements que les stéréotypes de genre ont transformés en qualités genrées. On dit qu'elles ont dû plus voilà, s'investir et que c'est ça qui apporterait des meilleurs résultats de performance. Et en réalité, selon donc la directrice de l'étude, retrouve-toi de cette étude de l'OIT, ce sont plus le fait que les qualités en fait diversifiées des hommes et des femmes apportent en fait cette diversité de genre, elle implique une diversité de comportements qui va agir sur la performance de l'entreprise. Donc tout ça pour dire qu'on a là un formidable levier de performance et pourtant les femmes, selon l'INSEE, qui représentent la moitié des actifs, presque la moitié des actifs, puisqu'on est à 48,6% de femmes, et ben plus on monte dans la hiérarchie, plus en fait l'égalité, enfin moins l'égalité en fait est vérifiée, puisque aujourd'hui, elles ne sont que 42% de cadres et n'occupent que 23% des postes de direction dans les entreprises de 500 salariés et plus. Alors, beaucoup reste à faire en matière d'égalité professionnelle. On va en parler aujourd'hui. On va partager avec Alain voilà, des bonnes pratiques, en tout cas que nous, on a pu tester sur le terrain. Et donc, beaucoup reste à faire, mais surtout, en fait, dans les entreprises, vous avez à disposition un formidable levier de performance, finalement, qu'il suffit d'actionner. Et finalement, la première chose vraiment la première action à mener pour pouvoir utiliser ce levier de performance, c'est de mesurer. Pourquoi mesurer? Parce que mesurer, ça permet de voir effectivement ce qu'il y a comme inégalité. Ce qu'on ne mesure pas ne peut pas être traité. Mesurer, ça va nous permettre ensuite de comprendre, et l'idée c'est de faire des analyses et de clarifier en fait d'où viennent ces écarts. Et ensuite, on peut du coup corriger avec un certain nombre d'actions et instaurer des changements dans la durée. Sur le terrain de l'égalité femmes-hommes, vraiment la mesure, c'est le nerf de la guerre. Depuis le 1er mars 2023, toutes les entreprises de plus de 1000 salariés ont dû rendre public pour la première fois les écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi leurs cadres dirigeants et les membres de leurs instances dirigeantes. Et c'est la loi Rixin du 24 décembre 2021, donc qui vise à accélérer l'égalité économique et professionnelle, loi qui est venue en fait renforcer la loi sur l'index égalité professionnelle qui date de 2018 et qui a été mise en place en 2019. Donc ça vient renforcer, cette loi Rixin vient renforcer la mise en place de cette démarche. Eh bien, du coup, Alain, ça serait intéressant de nous partager, ou Sophie, de nous partager effectivement une… Oui, alors avant peut-être de passer la parole à Alain qui a plein de bonnes pratiques à nous partager, je voulais vous commenter cette slide. Donc effectivement, déjà sur le plan salarial, il persiste 9% d'écart de salaire injustifié entre les femmes et les hommes à fonction égale, et plus de 23% de salaire en moins pour les femmes quand on consolide à partir des fonctions et des temps de travail plus précaires. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on voit bien que quand on monte dans les fonctions de direction qui sont les mieux payées, les femmes y accèdent moins, donc on consolide avec ces écarts de salaire. Et puis le fait que ce sont les femmes qui ont le plus de temps de travail à temps partiel, donc des temps de travail plus précaires. On l'a vu, 43% des cadres sont des femmes, seulement 23% des cadres dirigeants. Alors le chiffre a un peu baissé, parce qu'on est à 22% en 2020. Et très intéressant, puisqu'on parlait des fonctions dirigeantes, au 1er janvier 2022, il y a 129 femmes parmi les 541 membres des comités exécutifs des entreprises du CAC 40. Et les femmes occupent seulement 80 postes de président ou directrice générale des entreprises du CAC 40, sachant que la première femme, la seule dirigeante du Next 40 a été nommée en février 2023. Il s'agit d'Éléonore Crespo, qui est très très récent.
Voilà. Et pour le coup, cher Alain, tu as mis en place un certain nombre de choses, toi, en tant que DRH. Oui, alors on a commencé déjà par un petit slogan. Hein. On a dit pourquoi compter? On a dit compter les femmes pour qu'elles comptent. Enfin, c'était un petit slogan qui permettait d'enclencher le dispositif. Alors, on a un certain nombre d'apports, hein, ce qu'a apporté comme cet index gouvernemental, même si il a été difficile à mettre en place initialement. D'abord, c'est une certaine objectivité, c'est-à-dire que tout le monde compare les mêmes choses. On a une vraie transparence parce qu'on pouvait accéder à l'ensemble des données pour l'ensemble des entreprises, donc ça, c'était plutôt nouveau, ce qui permet de voir où sont les meilleurs, où en sont nos concurrents, où en sont nos fournisseurs, nos clients, et donc ça motive. Il y a un certain côté de vulgarisation qui veut dire que le système a intéressé plein de gens. Et ça, c'était nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui intéressait quelques DRH, quelques membres des CSE, etc. Donc, on s'est mis à voir des gens qui s'intéressaient à la question alors qu'ils ne l'avaient pas fait précédemment. Il a permis de ce que j'appelle l'adhésion des Saint-Thomas, c'est-à-dire que ceux qui ne croient qu'aux chiffres. Alors ceux-là, comme c'était sur l'actualité, ils se sont intéressés à la chose et ils ont constaté ce que nous voyons en tant que professionnels avec ces écarts. Alain, est-ce que tu peux juste préciser dans quel type d'entreprise tu développes là cette... Alors, je l'ai fait à la fois dans une grande entreprise internationale de l'agroalimentaire, en fait, puisque j'étais DRH de Nestlé France, et puis également dans une grande PMI qui est donc le groupe Pochet, qui est spécialiste du packaging haut de gamme, donc packaging pour le luxe, pour les grandes marques de luxe dans les parfums notamment. Merci. Voilà, là, je l'ai mis en place à la fois dans ces deux-là. Et puis, donc, je disais, cet index-là, comme il avait au moins 5 critères, hein, on pouvait avoir également d'autres éléments, mais ces 5 critères-là permettaient donc d'avoir une vue sur des pans que j'appelle parfois oubliés, parce qu'on a constaté qu'il y avait des choses peut-être qu'on ne maîtrisait pas, ou du moins qu'on n'analysait pas. Alors, malgré toutes ces difficultés, il a donc tous ces aspects positifs. Et puis, je reviens sur l'idée du cercle vertueux dont on a un petit peu parlé, c'est que le fait de mesurer permet de se dire, bah, tiens, là, il faut que j'agisse. Donc, on progresse. En progressant, on commence à attirer des personnes qui… Alors, on a quelque part un gain sur la marque employeur, évidemment, mais on attire des personnes qui n'osaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, et Sophie pourra le confirmer, on s'est aperçu qu'il y avait certains moments une autocensure. En fait, c'est que les femmes elles-mêmes se bloquaient. C'est-à-dire qu'il y a des postes qui étaient ouverts. En fait, elles disaient, non, je ne vais pas le prendre. Et donc ça nous permet de progresser sur ce domaine-là. Et donc, on intègre de nouveaux talents et à nouveau, on améliore les résultats. C'est ce que j'appelle le cercle vertueux. Alors ça, c'est ce qu'on a considéré comme apport. Alors, encore une fois, quelques limites puisqu'il a fallu apprendre, etc., et que c'était au départ une contrainte. Mais au total, c'est un côté très, très positif. Ce qu'on a constaté, c'est donc tous les points que j'ai cités au-dessus dans les apports, on les a constatés, c'est pour de vrai. On a vu, et je confirme à nouveau le point sur l'évolution, ce que j'appelle négative des taux de femmes avec la progression hiérarchique. Si on commence à 50-50, on finit en haut de la hiérarchie à 20%. Hein, donc voilà ça les chiffres, et je les ai toujours constatés. Et puis, on est parti d'un aspect qui était une contrainte à la base, puisque quand l'index est arrivé, c'était pour tout le monde une contrainte. On a appris à maîtriser, et donc maintenant, ce qu'on arrive à faire, c'est on arrive à anticiper et à piloter. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de mesurer bêtement l'index, en fait, au fur et à mesure de l'année, on peut commencer à se dire qu'est-ce que va donner l'index et donc agir en amont. Donc ça, je pense que c'est le côté intéressant de l'index, puisqu'il nous a obligés à bouger. D'une contrainte qui était obligatoire, vous en avez fait un levier de créativité et de performance. Oui, voilà, au départ, vu comme une contrainte, et en fait, on a dit qu'il fallait arrêter de le vivre comme une contrainte et au contraire l'utiliser pour que ça soit utile et que ça nous permette de progresser et de piloter, parce qu'on a fait un pilotage. Il y a des choses qu'on a donc anticipées par rapport à la mesure annuelle de l'index. Oui, et je me rappelle, enfin voilà, pour avoir aussi travaillé au sein d'une grande entreprise, qu'il y a l'aspect vertueux en fait de la publication aussi des résultats, parce que du coup c'est très confrontant. Hein, on parlait tout à l'heure de la mesure, et finalement parfois au sein d'une entreprise, on a l'impression de bien faire, on a l'impression d'être justement de faire attention à ces questions d'égalité, et finalement une fois confronté aux chiffres, on se rend compte qu'il y a encore des gros décalages parce que, et on verra les mécanismes tout à l'heure. Du coup, il y a vraiment cet aspect-là dans l'index qui a très bien, enfin, je trouve qu'il fonctionne très bien. Je voudrais rebondir sur un point.
que tu as cité, Alain, c'est que tu disais que les femmes avaient une forme d'autocensure et qu'à poste équivalent, ou enfin à compétence équivalent avec les hommes, elles s'interdisaient de postuler éventuellement à un poste. Quelles sont les raisons de cette autocensure? Alors, il y a le fait, alors ça je l'ai constaté, hein, j'ai en tête des exemples où j'avais un poste, c'était dans le domaine de l'informatique assez récemment. On avait les 2 premières positions étaient pour des femmes et les 2 ont décliné. Alors pourquoi? Pour des raisons, il y a toujours une partie personnelle, une partie professionnelle, mais il y a le fait que ça semble difficile, elles se bloquent elles-mêmes alors que nous avions choisi ces 2 femmes en première position. Et donc, en fait, on a fini au bout à embaucher un homme, alors qu'en fait, on souhaitait et on avait préféré ces positions de femmes. Alors, le point, c'est sûrement ce que je dis là, c'est en fait, on est dans une entreprise qui était plutôt industrielle et on garde dans la tête que c'est une entreprise difficile. Voilà, et ce côté, on le voit bien, si je milite entre guillemets sur l'idée que plus on aura de femmes ingénieurs et mieux on se portera, hein, et on a ce blocage-là, un peu ces stéréotypes de dire c'est industriel, c'est difficile et c'est pas pour les femmes, quoi. Voilà. Donc je pense que si on progresse au niveau des écoles, et ben on progressera par la suite au niveau des nominations à des postes de direction. Sophie, je pense que tu voulais nous parler du lien fort qu'il y a entre l'égalité et puis la performance. Oui, alors pourquoi ce lien? On peut identifier plusieurs facteurs qui expliqueraient que l'amélioration des résultats d'une entreprise lorsque cette mixité s'accroît. D'abord, et tu en as parlé un petit peu, ça accroît la mixité, en fait, elle accroît la diversité des profils. Et alors c'est vrai sur d'autres types de diversité d'ailleurs, mais là on est vraiment sur l'égalité femmes-hommes. Et cette diversité, elle va bénéficier à la créativité d'une équipe et elle va améliorer aussi la perception en fait des défis extérieurs. Et c'est notamment vrai par exemple dans les entreprises qui vendent au grand public, puisque la présence des femmes est d'autant plus essentielle qu'elles sont décisionnaires et responsables des achats à 85% encore dans les ménages. Et on le voit, enfin par exemple aussi, donc moi j'ai travaillé longtemps à Radio France, et quand on voyait les retours des auditeurs et des auditrices, ils étaient extrêmement, c'est tout le travail moi que j'ai fait avec la médiatrice des antennes, c'était très intéressant de voir que les auditeurs et les auditrices, lorsqu'ils ne se reconnaissaient pas dans leur identité de genre et dans leur spécificité, ils écrivaient effectivement à la médiatrice des antennes pour dire voilà, j'ai entendu un propos sexiste, ou non, quand tel producteur s'adresse à nous l'après-midi en disant qu'il y a beaucoup de femmes derrière le poste, non, les femmes travaillent aussi et c'est pas forcément elles qui restent à la maison pour chercher les enfants à l'école. Donc ça, c'est vraiment très pertinent, et c'est très pertinent dans toutes les entreprises qui ont effectivement des clients. La mixité, donc, elle accroît la performance RH parce qu'en fait, elle va renforcer la qualité de la composition des équipes, ne serait-ce qu'en élargissant en fait le vivier de recrutement. Dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, où il y a quand même toute cette question de l'attractivité des talents que rencontrent de nombreuses entreprises, finalement, en s'affranchissant des stéréotypes de genre, on va élargir en fait le vivier de recrutement et trouver le plus de profils possible, et donc la probabilité de trouver la bonne personne va s'élargir, va s'agrandir. Et puis, finalement, la parité, ça crée aussi les conditions d'une meilleure adéquation entre les choix individuels et la situation professionnelle. Elle va favoriser une culture inclusive dans laquelle aussi un homme va pouvoir préférer se consacrer aussi davantage à ses enfants, une femme à sa carrière, et peut-être trouver à terme aussi un meilleur équilibre. On en reparlera tout à l'heure autour des questions de la parentalité. Et finalement, on se rend compte que dans une entreprise où il y a une forte mixité et une culture inclusive, finalement, les collaborateurs sont plus en phase avec leurs aspirations et sont plus motivés et engagés. Les lois, on a parlé de la loi Rexin, on a parlé de la mesure. OK, c'est important, les procédures, c'est très important, c'est essentiel. Communiquer sur les chiffres qui démontrent ces inégalités, les comprendre, les analyser et les déjouer, les corriger, c'est essentiel. Mais il y a un autre levier qui est essentiel, c'est vraiment travailler sur l'acculturation et travailler sur les stéréotypes de genre et les préjugés.
Et sur ces thématiques-là, l'exemplarité va être aussi un enjeu essentiel. Alors, le travail, effectivement, au sein des entreprises sur les stéréotypes et préjugés, il est très important. Je me suis permise de repartager, même si on est sur le genre aujourd'hui, les 25 critères de discrimination interdits par la loi, puisque les mécanismes sont les mêmes sur les différents types sur les stéréotypes de façon générale. Un stéréotype de genre, c'est-à-dire ça va être une espèce d'opinion généralisée ou un préjugé quant aux attributs, aux caractéristiques des femmes que les hommes et les femmes possèdent ou doivent posséder et au rôle qu'ils doivent jouer ou qu'ils jouent. Et un stéréotype lié au genre, il va devenir néfaste dès lors qu'il va limiter la capacité des femmes et des hommes de développer leurs compétences personnelles ou professionnelles. Je vais vous donner un exemple d'un stéréotype qui a la peau dure, qui a la vie dure, c'est les femmes seraient mauvaises en mathématiques. Donc ça, c'est un stéréotype qui dure depuis longtemps. Et même si aujourd'hui, quand on regarde les études, dans les études mathématiques, en fait, dans les résultats scolaires, étudiants, les femmes ont des meilleurs résultats en mathématiques. Il n'empêche que ce stéréotype perdure. Et le préjugé qui va avec ça, c'est que du coup, les postes dans les sciences, en fait, dans les domaines scientifiques, ne seraient pas faits pour les femmes. Donc jusque-là, on est dans le stéréotype, le préjugé. Et c'est quoi la discrimination derrière? C'est qu'en fait, quand on va avoir alors d'abord, il va y avoir de la discrimination, c'est-à-dire qu'on va avoir plus confiance dans un homme, à recruter un homme dans les secteurs scientifiques. Mais là où vient l'autocensure, c'est que du coup, les femmes, comme ces stéréotypes se perpétuent et que les femmes les perpétuent aussi, c'est très ancré aussi dans l'éducation de tout un chacun, on va du coup se sentir moins légitime en tant que femme pour accéder à un poste scientifique. Et en plus, comme tout ça se perpétue, on peut citer aussi Pierre et Marie Curie. C'est quand même Marie Curie aussi qui a été à l'origine d'innovation scientifique et finalement on a surtout parlé, en tout cas à toute une époque, de Pierre Curie et on a d'ailleurs depuis rebaptisé des rues qui s'appelaient Pierre Curie, Pierre et Marie Curie. On aurait pu mettre Marie et Pierre Curie par ordre alphabétique, mais voilà. Ce sera un deuxième temps. Du coup, c'est super intéressant de travailler sur ces stéréotypes et ces préjugés sans jugement, dans le sens où le stéréotype, c'est un processus de catégorisation dans le cerveau. Le cerveau, il a des millions d'informations à traiter toute la journée. Et donc, il va catégoriser. Il est feignant, le cerveau, donc il va aller au plus rapide. Donc, on a tous des stéréotypes, on construit tous des préjugés. L'important, et c'est ça, en fait, on devrait tous être sensibilisés depuis la petite enfance. Ce serait hyper intéressant de faire des sensibilisations dès l'école et puis après tout au long de notre vie professionnelle aussi. Parce que quand on a conscience de ces stéréotypes et de ces préjugés, on les rend moins actifs et du coup, l'idée, c'est justement d'arriver à ne pas faire de discrimination, d'en avoir conscience et puis de mettre en place évidemment un certain nombre d'outils RH dans le recrutement, qui permettent d'objectiver, d'être sur les compétences tout en travaillant sur ces représentations. L'enjeu, en fait, Sophie, c'est effectivement d'avoir conscience de ces préjugés qui sont inculqués depuis la plus jeune enfance de manière souvent inconsciente et de nous ramener aujourd'hui à cette forme de conscience puisque tout à chacun, probablement même nous d'ailleurs, avons des stéréotypes plus ou moins importants et c'est de pouvoir les identifier, les repérer pour mieux les traiter. Les traiter et les déjouer et ne pas les rendre effectivement discriminants. Et pour ça, il y a à la fois le fait de sensibiliser à toute génération et finalement plusieurs fois dans une vie, parce que finalement, ils évoluent aussi, nos stéréotypes, quand on en a pris conscience, on les déjoue. Puis il y en a d'autres qui vont s'installer de par le processus de catégorisation dans le cerveau. Et de mettre en place effectivement des process RH aussi qui garantissent une égalité de traitement, d'être sur les compétences et finalement de mettre le plus de côté possible ces représentations très catégorisées. Et du coup, là, ce qui serait intéressant, Alain, ce serait si tu pouvais nous parler, toi, de ce que tu as mis en place par rapport justement à ce traitement des stéréotypes au sein en tant que DRH.
Alors, je vais donner donc l'exemple vécu, hein, qui donc couvre pas tout, mais c'est ce que, pour de vrai, entre guillemets, nous avons mis en place. Alors, on a créé un projet qui s'appelle Mixité, hein, je l'avais dénommé exprès Mixité, avec l'idée de faire bouger les lignes, d'aider le business, hein, pour les aspects de talent et de compétences dont parlait Sophie tout à l'heure, et puis pour s'adapter aux évolutions sociétales, parce que quand même c'est un mouvement de fond, même s'il ne va pas à la vitesse peut-être souhaitée, mais il évolue malgré tout. Donc ce projet, il avait 3 grands volets. Nous l'avions appelé d'un côté promouvoir les femmes, donc c'est-à-dire l'idée de briser le plafond de verre dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la difficulté de monter dans la hiérarchie, de donner les moyens aux femmes, donc soutenir et faire rayonner les femmes. Le 3e volet était changer les mentalités, ouvrir le champ des possibles. Voilà les trois grandes ouvertures. Et puis je vais vous illustrer chacune de ces 3 tendances-là. Bon, on avait ce qu'on appelait la leadership team, en gros, au niveau des 50 premières positions de l'entreprise. Et donc, l'idée, c'était de faire progresser justement ce taux, puisqu'on l'a vu à plusieurs reprises, c'est là où ça bloque un peu. Si on part de 50% initialement à l'embauche, à la fin de l'histoire, on a une équipe dirigeante qui est composée majoritairement d'hommes. Et donc, il y avait une petite astuce, c'était règle du 1 pour 1, c'est-à-dire si je nomme un homme, alors je nomme en même temps une femme. Par contre, je peux nommer une femme. Ce qui permet de faire bouger à la vitesse à laquelle on peut les lignes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une révolution, il ne suffit pas de déclarer du jour au lendemain qu'on passe de 20 à 50%, parce que ça ne marche pas. On l'écrit, mais ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'était une règle à peu près concrète. On s'est engagé à faire une progression de l'index dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est engagé sur les chiffres de l'index à le faire progresser dans l'ensemble des entreprises. On s'est engagé à avoir 3 femmes minimum par comité de direction d'usine. Donc là, je reviens sur le monde industriel, hein, dont on parlait tout à l'heure, avec une tendance plus forte masculine. On dit, si on met 3 femmes dans le comité de direction, alors ça va changer les choses. Je dis 3 parce que si on met une, c'est pour de rire, ça ne change pas grand-chose. 2, c'est limite. Et 3, ça commence à avoir un impact fort. Et quand on parle de ça, c'est significatif parce qu'un comité de direction d'usine, ça ne fait pas 20 personnes. Hein. On parle de 8, 10 personnes, c'est ça dont on parle. Donc, ça commence à changer la donne. Et puis, au niveau des recrutements, c'est-à-dire que systématiquement, à la fois recrutement interne ou mobilité interne, on avait une femme dans la liste des finalistes, hein, donc des shortlists, comme pour parler version anglaise. Voilà, c'était la première tendance. La deuxième, c'est sur donner les moyens aux femmes. Alors, on a, et je vais vous le détailler juste après, mis en place des portraits de femmes. Donc, je vais revenir dessus sur ce que nous avons communiqué sur ces portraits de femmes avec un exemple de slide qui va suivre. Favoriser le congé paternité, on en parlera tout à l'heure avec Sophie et faire de la campagne de communication associée à ça. Là aussi, s'assurer de la représentativité des femmes, c'est-à-dire comment à la fois des trophées qu'on donne en interne ou également vis-à-vis de l'externe. Je pense à des choses qu'il y avait sur l'usine nouvelle, c'est de pousser les candidatures de nos femmes pour qu'elles puissent être à la fois présentes en interne et présentes en externe. Et puis on avait mais on l'a pas mis en place, je vous l'ai mis, l'action non finalisée, de créer un réseau de femmes de talent. C'est une chose que j'ai pas mené jusqu'au bout. Le 3e volet sur les mentalités, c'était sur les titres, en fait, plutôt que de mettre directeur H/F, on mettait directeur, directrice. Donc voilà, ça ne change pas grand-chose, mais quand même, ça fait évoluer un petit peu les choses. Des actions de formation, mais là, je laisserai Sophie détailler plus parce qu'elle a une expérience assez forte sur les actions de formation contre le sexisme, parce que ça vient renforcer tout ce qu'elle a cité tout à l'heure, et je sais qu'elle a des expériences dans ce domaine-là, et ça joue ou sur les aspects de formation pure ou des aspects théâtrales, elle vous en parlera. Et donc, je reviens sur les aspects de pédagogie dont on a parlé à plusieurs reprises, force de dire les choses, d'essayer de faire de la pédagogie, on sensibilise les points. Et puis au quotidien, hein, c'est de pas oublier de corriger parfois quand il y a quelques dérives qu'on ne voit pas ou qu'on ne sait pas, on ne se rend pas compte. C'est-à-dire que de temps en temps, voulant bien faire, on l'a dit, on verra tout à l'heure sur l'aspect bienveillance, on veut bien faire et puis finalement on est en train d'aller à l'encontre de la cause. Quand on veut être trop bienveillant avec les femmes, à un moment on se dit pourquoi sont-ils aussi bienveillants? Et finalement, ça ne remplit pas la fonction sur laquelle on voulait agir. Voilà des exemples de ce que nous avons
de ce que nous avons fait. Et je vais vous détailler juste là les portraits de femmes, puisque ça a eu c'était une belle action et qu'il y a eu un bon retentissement, des vrais succès. Alors, l'idée, c'était de mettre en avant des femmes de talent. Et on a choisi de commencer par des métiers qui sont plutôt associés à des métiers masculins. Typiquement conducteur de ligne. Je vous parlais tout à l'heure d'industrie relativement lourde. Alors, conducteur de ligne, forcément, à la tête de tout le monde, c'est, je vous le fais court, hein, c'est un gars qui est tatoué, quoi, hein, pour faire le stéréotype, pour aller dans l'aspect du stéréotype. Et voilà, là c'est marqué du premier coup. Et ben là, on a donné d'exemples de femmes, il n'y en avait pas plein, évidemment, mais de conducteurs de ligne, ah bah oui, tiens, il y a des gens qui ont découvert que des femmes pouvaient être conducteurs de ligne. La même chose sur l'amélioration continue. En fait, métier technique, scientifique, etc. On dit, bah, tiens, là aussi, une femme. Et donc, ça permet un petit peu de changer et de faire ces portraits-là qui permettent de changer l'idée, de se dire, ah oui, je n'avais pas vu ça comme ça. On l'a fait de manière régulière, c'est-à-dire qu'en fait, on a prouvé de manière régulière qu'on avait comme un vivier qui n'était pas connu, mais qui avait bien un vivier de femmes sur l'ensemble de ces métiers-là. Alors, petite remarque juste en dessous quand même, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une opposition femmes-hommes, c'est justement pas le sujet. C'est qu'en même temps qu'on faisait ces métiers, ces femmes de talent, donc sur une page complète, et je détaille juste en dessous ce qu'elles portaient, on a continué à communiquer un jour avec, c'est-à-dire qu'on a fait un jour avec un acheteur, un jour avec un contrôle de gestion, c'est-à-dire qu'on n'a pas dissocié les hommes, on a fait un zoom sur portrait de femmes vraiment fort, et on a continué à communiquer sur l'ensemble des métiers pour que les hommes puissent également parler et que les hommes ne se disent pas bah tiens, on ne parle plus jamais de nous. Parce que ça, ce n'est pas une bonne manière. Cette opposition, à mon avis, elle vient contrer la volonté que nous avons. Est-ce que ça a eu un impact sur le recrutement de profils féminins sur des postes qui étaient plutôt exclusivement masculins? Oui, on pense que oui. Alors, je ne peux pas garantir cela, mais et souvent, la difficulté qu'on a, c'est pas forcément au recrutement, en fait. Hein. C'est sur l'aspect de la progression. Ouais, en fait, au recrutement, à la base, on peut presque choisir, hein, j'allais dire. Hein, pousser les jeux. C'est plus dans l'aspect de progression et de dire c'est possible. Et donc, ça joue à la fois pour l'externe, parce qu'il y a l'aspect marquant, et ça joue également sur l'interne. Se dire, voilà, alors, je pense que oui, j'ai pas la possibilité de prouver par les chiffres ce que je dis là, mais j'ai quand même cette conviction. Et dans tous les cas, ça a vraiment bien marché et ça a dû changer quand même dans les mentalités, même si on parle de choses qui demandent du temps, parce qu'on est en train de parler de mindset, et donc ça demande forcément du temps. Et pour aller dans ton sens, c'est vraiment l'importance des rôles modèles. En fait, et d'avoir effectivement sur des métiers dits, où on a une représentation que ce serait des métiers d'hommes, plus on va avoir aussi des femmes inspirantes et de la nécessité de communiquer, comme vous l'avez fait, sur des portraits de femmes, sur des métiers dits masculins. Ça va être très important et c'est important aussi de faire nous, on a fait beaucoup d'interventions dans les écoles avec effectivement, par exemple, sur des métiers techniques, on est encore sur des métiers où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, et de faire intervenir des femmes qui travaillent dans la technique et qui viennent raconter leur travail, leur parcours. Et ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est de communiquer là-dessus dès l'école, dès le stage de 3e, et pour ensuite pouvoir avoir une influence aussi sur les choix d'études. D'ailleurs, il y a un travail qui est hyper intéressant qui est mené par l'Éducation nationale sur les représentations dans les manuels. Parce que jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, les métiers scientifiques étaient représentés par des figures, des dessins d'hommes, en fait, de garçons ou de voilà. Et du coup, ils sont en train vraiment, il y a tout un travail qui est mené depuis quelques temps là déjà, justement pour changer ces représentations qui ne faisaient que perpétuer finalement ces stéréotypes de genre. Et ça crée en fait des freins en fait dans le fait qu'une femme puisse, même qu'une jeune fille puisse s'identifier à tel ou tel métier, mais ça va être vrai pour un homme aussi, puisqu'il y a des métiers très féminins et des hommes ne vont pas se sentir d'aller aussi vers ce type de métier parce que trop genré et que du coup ça va créer des moqueries, etc. Justement, j'ai une question d'une participante, Corinne, qui demande pensez-vous qu'il faudra combien de générations pour arriver à une société professionnelle plus équilibrée?
Alors, je n'ose même pas vous dire les chiffres qui se calculent. Non, mais parce que, enfin voilà, si on allait, on va dire, voilà, si on allait à la même vitesse que, voilà, on va dire que enfin, le siècle, par rapport au siècle dernier, etc. Il y a des chiffres qui circulent sur 300 ans. Donc, ce qui paraît, voilà. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une accélération ces dernières années. Donc, voilà, je me dis, il faut quand même qu'on soit on va changer les tendances, c'est ça. Voilà. Et notamment, vraiment ainsi dans les entreprises, vous pouviez mettre en place, et nous pouvions tous mettre en place ce travail déjà sur les stéréotypes, les préjugés, et puis effectivement, on va y venir, tout ce qui va être lutte contre le sexisme et contre les comportements inappropriés de façon générale. Franchement, on accélérera, c'est sûr qu'on va accélérer les choses. Voilà. Donc, je suis quand même beaucoup plus optimiste, moi, que les 300 ans annoncés il y a encore quelques temps. C'est pour ça que tu es là ce matin. C'est pour ça que nous sommes là ce matin, exactement. Voilà. Et donc, justement, je pense que juste en bas figurent les questions, les portraits, hein, juste pour illustrer si ça peut inspirer un certain nombre d'entre vous, les questions qui étaient systématiquement traitées dans les portraits. Et c'était vraiment une interview, et donc chacune des femmes exprimait ce qu'elle souhaitait autour de cette structure-là. Sophie, on a dit que sur les aspects de formation contre le sexisme, ce qui était important, oui. Je l'ai dit tout à l'heure, tu avais une expérience assez significative. Tu veux nous en parler? Ah oui, avec plaisir, parce qu'effectivement, nous avons, alors je dis nous, hein, parce qu'on était effectivement plusieurs, à Radio France à travailler sur, en fait, on a monté des conférences théâtralisées voilà, en tant que formation pour lutter contre le sexisme et le harcèlement sexuel. Alors, c'est quoi une conférence théâtralisée? C'est effectivement une formation où il y a à la fois des apports sur le contexte légal, réglementaire, ça c'est hyper important hein, de rappeler déjà, puis des définitions, hein, qu'est-ce que c'est le sexisme, hein, il y a différents types de sexisme, on va y revenir, que c'est interdit par la loi, les sanctions qui sont prises au niveau pénal et au niveau du Code du travail, et puis en fait, on travaillait avec une compagnie de théâtre aussi qui jouait des scènes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les scènes de théâtre qui représentaient des scènes de sexisme hein, ou de harcèlement sexuel, en fait, étaient inspirées de situations qui, moi, étaient remontées à moi au travers d'une enquête que j'avais menée. Et puis, je m'occupais aussi d'une cellule d'alerte. Donc, c'était des situations réelles qui étaient arrivées plusieurs fois dans l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que ces situations, elles étaient tellement fortes et impactantes que souvent, dans les conférences théâtralisées avec les salariés, certains nous disaient « Oh non, mais quand même, là, vous êtes vraiment, c'est caricatural, ça n'arrive jamais dans notre entreprise. » Et donc, d'où l'importance d'utiliser en fait des situations qui sont déjà arrivées, parce que c'est très confrontant. Là encore, on se dit mais non, et quand on est éloigné, qu'on n'a pas vécu ce type de situation, ça peut nous paraître hallucinant en fait que ça arrive encore. D'où l'importance de prendre des choses qui sont réellement arrivées. Et donc, c'est une alternance de ces apports réglementaires légaux, les mises en scène de théâtre, et ensuite le débriefing autour des situations. Et ça crée des échanges voilà, avec nous, avec donc les personnes qui mettent en place ces conférences théâtralisées, on travaille avec un prestataire aussi, et ça crée des échanges sur effectivement comment, c'est quoi cette situation, comment on peut la qualifier et comment ça aurait pu se passer autrement, et comment aussi on peut intervenir, parce qu'il y a des stratégies en fait aussi qu'on partageait avec les salariés, pour voir comment on peut réagir quand on est concerné par la situation, mais aussi quand on est témoin. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Cette conférence théâtralisée, ces formations, elles sont, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle j'étais, obligatoires. Ça, c'est extrêmement important et essentiel aussi, parce que sinon, c'est le type de formation auquel vont seulement les salariés qui sont convaincus du fait qu'il faut lutter contre ces comportements. Et l'importance, en fait, que ce soit obligatoire et que tout le monde, et qu'on soit dans un collectif et que tout le monde assiste à cette formation, c'est qu'après, on peut s'appuyer sur la formation en disant tu te souviens, ça,
ça c'est du sexisme. Non, ça c'est pas de l'humour, ça c'est du sexisme. Et tu vois, ça a un impact sur moi et je suis mal à l'aise et donc c'est non en fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'une conférence théâtralisée est organisée, ben derrière on a les retours, ça crée énormément d'échanges et de discussions dans les équipes. Donc c'est vraiment, enfin voilà, une action moi que je trouve très vertueuse et surtout très impactante. Pourquoi c'est important de lutter contre le sexisme? Parce que finalement, ça va permettre aussi de créer un cadre de travail sécurisé, hein, de lutter contre les comportements inappropriés, les discriminations, les agissements sexistes, le harcèlement sexuel. Et on voit que quand on lutte contre le sexisme, ça aussi, ça va permettre aux femmes d'accéder à plus de fonctions de direction. Alors, on me dirait, c'est quoi le rapport? Eh bien, en fait, il y a plusieurs études qui montrent aussi que si les femmes, tu parlais d'autocensure, à un moment donné, elles ne veulent pas accéder à certaines fonctions de direction, qu'elles se mettent des freins, eh bien, c'est aussi parce qu'elles ne veulent pas rejoindre des univers uniquement masculins et où elles vont être l'objet aussi de sexisme, d'un environnement qui ne sera pas bienveillant pour elles. Donc, en fait, il y a plusieurs études qui montrent qu'à un moment donné, un des freins à leur évolution professionnelle va être effectivement le sexisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement, il y a le sexisme hostile, ça c'est le sexisme qu'on va voir de façon la plus évidente, hein. Mais il y a, et c'est ça qui est extrêmement intéressant d'étudier encore de plus près, c'est le sexisme bienveillant. Hein, ça consiste à voir, je vous ai là projeté en fait un visuel hein, qui vient de l'album de cet auteur de BD qui avait aussi écrit sur la charge mentale des femmes, donc Emma. Et finalement, ça consiste à voir et à traiter les femmes comme des petites choses fragiles à protéger. Et pour le coup, ça va aussi avec l'histoire d'accéder à des fonctions de pouvoir où finalement, c'est les hommes qui seraient les plus rassurants, les plus costauds pour les plus à même de remplir ces fonctions. Je vais vous diffuser une autre slide de sexisme bienveillant. C'est en fait de valoriser des qualités supposées féminines, mais en réalité, en creux, ça va être très dénigrant. Donc, vous voyez cette slide, c'est une architecte hein, qui est recrutée dans un cabinet d'archi. Et l'homme qui l'accueille lui dit on manquait justement d'un point de vue féminin pour choisir les peintures. Alors finalement, c'est on souligne une qualité qui serait féminine, hein, alors qu'il y a plein d'hommes qui ont un point de vue esthétique. Et du coup, pour choisir les peintures, c'est très dénigrant, effectivement, j'ai pas besoin de le décrypter, mais sur les qualités, les compétences d'architecte de la femme. Je vous en diffuse un autre que je trouve extrêmement intéressant aussi, parce que du coup, c'est effectivement le contrepoint, c'est qu'on va les considérer incompétentes dans les autres domaines. Un petit coup de main pour lire ce plan, Asia, ça devrait aller monsieur, c'est moi qui l'ai dessiné. Voilà, donc ça, c'est des exemples de sexisme bienveillant. Et pourquoi c'est important et essentiel de déjouer ce sexisme bienveillant qui, comme ça, on a l'impression que c'est pas que ça pourrait ne pas porter plus à conséquence, c'est que c'est ça qui va amener après au sexisme hostile et après aux agressions. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement, là aussi, important dans les formations de déjouer ces situations qui vont, ça s'illustre ce sexisme bienveillant dans les situations les plus banales du quotidien, que ce soit dans la sphère personnelle, mais aussi dans la sphère professionnelle. Oui, Alain ? Oui, quand tu parlais de harcèlement, on rajoutait aussi de disposer d'une procédure de harcèlement, puisque oui, parfois on en arrive jusqu'à ce niveau-là, et donc une procédure qui existe et puis qui soit accessible à tout le monde, et de la discrétion qui soit largement communicable, parce que parfois il faut aller jusque-là. C'est pas des fois les majeures, mais ces procédures doivent exister. Exactement, et d'ailleurs dans une étude qui a été publiée là en octobre 2022 de Human and Work, il était mentionné en Europe, hein, c'est des DRH dans toute l'Europe qui ont été interrogés dans cette étude. Pour 30% des DRH, une des priorités, hein, dans le top 3 des priorités pour 2023, c'était de mettre en place dans leur entreprise un dispositif de traitement des alertes, que ce soit effectivement pour traiter des situations de discrimination, de harcèlement sexiste ou sexuel ou moral. En fait, de pouvoir traiter de toutes les situations de violence au travail. Et puis, autre étude
Vous en avez entendu parler, ça a fait, voilà, ça a vraiment eu un impact très fort en début d'année. Le Haut Conseil à l'égalité a publié un rapport sur le sexisme en France et qui est un rapport qui est encore accablant sur la réalité du sexisme. Alors quelques chiffres, mais 57% des femmes ont déjà subi des blagues ou remarques sexistes sur le lieu du travail, 29% des remarques sur leur tenue ou leur physique. Et effectivement, ce rapport souligne que ce qui est très préoccupant, c'est la persistance de ce sexisme ordinaire qui, après, comme on le disait, va amener à du sexisme hostile et peut amener aux insultes et aux agressions. D'ailleurs, une des préconisations, et ça rejoint ce dont on parlait de ce rapport, c'est donc une préconisation auprès du gouvernement, c'est de rendre obligatoire les formations à la lutte contre le sexisme au sein des entreprises. C'est une bonne chose, effectivement. J'ai quelques questions de nos participants, de nos internautes. Donc, une question de Marie-Béatrice. Je constate un taux d'absentéisme plus élevé chez les femmes hors congé maternité, ce qui pénalise les femmes dans le regard des managers. Avez-vous déjà travaillé sur cette différence? Peut-être qu'on peut parler de la parentalité, parce qu'on avait prévu d'en parler sur les dispositifs qu'on peut mettre. Justement, voilà, exactement, et on va rejoindre cette question, mais juste pour, effectivement, et c'est pas seulement, enfin, la question est très pertinente, parce que ça, c'est quelque chose qu'on remarque dans toutes les entreprises. Alors, à la fois, bon, ça, on va pas revenir sur le sujet, mais c'est un sujet qui est pris à bras-le-corps aujourd'hui sur le fait que la santé des femmes a été moins bien prise en compte que la santé des hommes. On est en train de voir qu'il y a plein de personnes qui se mobilisent sur le sujet, puisque un certain nombre de traitements ont été vus par le PRIS, ont été testés plus par rapport à la physiologie des hommes, et du coup, la santé des femmes, c'est un vrai sujet en tant que tel, mais ça pourra faire l'objet d'autres échanges, mais c'est très important. Et puis, on arrive au sujet de la parentalité. C'est aussi que les femmes ayant une charge plus importante aussi dans la vie personnelle. Alors, on parle là en général, ça ne veut pas dire que tout le monde s'organise de cette façon-là, mais c'est la grande majorité, et bien qu'effectivement, elles vont avoir plus d'arrêts de travail. Et c'est effectivement ce sujet qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui, c'est le sujet de la parentalité. Parce que finalement, c'est en fait à la naissance et les premières années des enfants qui sont pour les salariés des moments clés. Enfin, c'est là que se joue en fait le décrochage des femmes dans leur progression de carrière. Finalement, c'est un des biais par rapport à l'inégalité femmes-hommes, c'est un des biais très importants qui va creuser effectivement cette inégalité. Peut-être Alain, si tu veux bien nous partager ce que tu as mis en place en tant que DRH. Oui, alors voilà, c'est aussi des petits tips qui permettent de faire évoluer les choses. Bon, sur le congé parentalité, donc le congé paternité, il est passé à 28 jours, donc c'est pas si vieux que ça, donc il faut continuer à en parler. On peut penser à des actions qui seraient des remplacements obligatoires sur le congé maternité. C'est pas fait systématiquement, mais c'est des choses qui peuvent aider. C'est prendre l'intégralité du congé paternité. Encore une fois, il n'est pas souvent pris et il est rarement pris dans son intégralité. C'est une certaine exemplarité hiérarchique, c'est tout bête, mais on peut avoir des managers à 35 ans qui vont être pères de famille, et s'ils le font, s'ils prennent ce congé, ils vont donner l'opportunité à des personnes de 25-26 ans, par exemple, de faire la même chose, quoi. Donc, cet aspect exemplarité, il joue. On n'est pas en train de parler de personnes de 50 ans. On peut avoir des managers avec des hautes responsabilités à ces niveaux de 35 ans qui donnent des exemples à d'autres. Donc, je crois à cet aspect d'exemplarité, comme c'est l'exemplarité en termes de management. On peut prendre des dispositifs autour de l'organisation du temps. On parlait tout à l'heure des aspects de santé. C'est si on favorise le télétravail, si on permet du temps partiel, si on donne de la souplesse au quotidien. Donc, ça permet de se laisser une certaine liberté, et ça permet donc très certainement de favoriser cette souplesse vis-à-vis des femmes. Donc ça concerne à la fois les femmes et les hommes, parce que l'idée, c'est qu'évidemment, les hommes qui s'occupent davantage de leurs enfants vont également donner un peu plus de souplesse pour les femmes. C'est dans cet esprit-là qu'il faut voir les choses. Encore une fois, c'est bien un ensemble femmes-hommes.
L'assistance aux parents, donc un certain nombre d'entreprises font des choses sur l'aide aux aidants, sur la mise à disposition de berceaux ou d'entreprises ou par des liens avec des organismes ou des mairies. La mise à disposition de plateformes d'assistance qui peuvent aider, des aides en cas de maladie de l'enfant. Bref, il y a un certain nombre, là vous en avez très certainement tous autour de ce webinaire des exemples qui font que ça favorise le travail, l'organisation, la souplesse, et donc ça permet d'aller vers cette parentalité. Moi, je veux bien, je veux bien partager aussi sur ce sujet. Déjà, avoir bien en tête que le congé maternité, alors congé paternité aussi, mais le congé maternité, c'est un moment très particulier et c'est un moment heureux. Enfin, l'annonce d'une grossesse, c'est un moment heureux. Beaucoup de femmes racontent comment elles ont été accueillies d'abord qu'elles ont attendu avant de l'annoncer tellement elles avaient peur de la réaction de leur manager, et comment ça a été accueilli sur le fait que ça allait être une contrainte pour l'équipe, pour le manager. C'est extrêmement important déjà de remettre ça en place. Il y a des entreprises qui font des guides sur la parentalité et sur comment accueillir aussi l'annonce d'un congé maternité. C'est un événement heureux, c'est d'accompagner ça et finalement d'associer aussi la personne qui annonce son congé maternité, mais du coup maintenant le congé paternité s'allonge, donc c'est la même chose avec le congé paternité. Et surtout, moi, c'est vrai que je milite pour le remplacement obligatoire des congés maternité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet à la personne de partir sereine, à l'équipe de voir partir la personne sereinement, de savoir qu'elle va être remplacée. Et quand elle revient, parce que sinon, elle part au dernier moment et en travaillant beaucoup avant de partir si elle n'est pas remplacée. L'équipe va porter le poids de ses tâches et quand elle revient, il y a forcément des choses qui auront été laissées de côté et elle va se retrouver submergée au retour. Donc ça, vraiment, je pense que c'est hyper important d'envisager ça. Finalement d'allonger encore le congé paternité. Alors moi, je milite aussi, je ne suis pas la seule, pour en fait mettre en place un congé paternité qui soit de la même durée que le congé maternité. D'abord parce qu'il y a beaucoup de pères et dans les nouvelles générations qui ont envie en fait de s'occuper aussi de leurs enfants quand ils naissent. Et si on allongeait, si on mettait de la même durée, qu'on le rendait obligatoire aussi, parce que je vais jusque-là, rendre obligatoire ce congé paternité, et bien finalement, ce biais d'absence qui creuse les inégalités, il n'existerait plus, y compris aussi dans les progressions salariales. Donc voilà, moi je vous lance un défi, c'est qui va se lancer sur ces challenges-là. Ouais, et puis on disait aussi donc sur le taux d'emploi des femmes autour de 25-49 ans qui est moindre que celui des hommes. Donc en favorisant ce retour, petit clin d'œil à ce qu'on entend sur la retraite aujourd'hui, c'est que ça favoriserait les dispositifs de retraite parce que ça permettrait une meilleure carrière, une plus longue durée d'activité et donc au total une meilleure retraite. Donc tout le monde est gagnant. Je vous laisse peut-être je sais que vous avez préparé une petite conclusion avant de passer aux questions, parce qu'on a plusieurs questions, peut-être si vous voulez passer votre dernière slide et on répondra aux questions. Je vous laisse une minute chacun. D'accord. Alors, donc moi je vais revenir sur pourquoi chiffrer. Donc on l'a dit, je pense que le slogan compter les femmes pour qu'elles comptent, c'est un bon slogan. Donc pourquoi chiffrer, c'est une évidence. Pourquoi agir? On l'a dit, on parle de talent, on parle de business. Et je vous propose d'agir dès maintenant parce que je parlais d'un changement de mentalité. Et donc, on sait qu'à chaque fois qu'on veut changer de mentalité, ça demande du temps. Il ne suffit pas de claquer dans les doigts. Donc, faisons-le. Commençons maintenant. On n'a rien à y perdre. On l'a vu tout à l'heure par les chiffres. Je voudrais aussi insister sur l'idée de femmes et hommes. On n'est pas dans une logique de moralité. La question n'est pas une question de bien-pensant, de bien et de mal. C'est une question, pour moi, qui n'est pas une question de diversité dans le sens de minorité. C'est-à-dire que ce sujet pour moi est un sujet à part entière parce qu'on est en train de parler de normalité, on l'a dit, on parle de 50%. Donc, il s'agit de normalité dans le sens mathématique du terme. Et donc, c'est un équilibre entre les femmes et les hommes, c'est ça qu'on veut viser pour une diversité d'approches. Donc, ce n'est pas un sujet de femmes,
c'est un sujet de femmes et d'hommes. Et donc, juste pour conclure sous un forme d'un petit clin d'œil, alors, si vous entendez il n'est de richesse que d'homme, vous l'avez entendu 10 fois, et ben, vous pouvez toujours y ajouter et de femmes, même si vous allez me dire que le mot homme dans ce cas-là s'écrit avec un grand H, et donc intègre les deux. Mais ça ne fait rien, le rajouter, ça ne fait pas de mal. Et puis, juste pour le dernier mot, bah, parce que c'est essentiel, voilà pourquoi il faut s'en occuper. Alors justement, plusieurs questions. Je ne vais pas pouvoir forcément toutes les citer, mais une remarque en tout cas de Jean-Christophe que je souhaitais vous partager, qui est luxembourgeois et qui lui dit je ne comprends pas que ce problème soit, pour lui, considère que c'est très franco-français. Au Luxembourg, il n'y a pas de différence de salaire entre hommes et femmes. Le ministère de l'Intérieur, patron de la police, est occupé par une femme. Le conseil municipal de la ville de Luxembourg est majoritairement féminin. Le congé paternité est long et obligatoire. D'autres pays ont la même réussite. Pourquoi la France n'arrive-t-elle pas à faire ce que de nombreux pays européens ont réussi à faire ? Sophie. Alors, c'est super intéressant. Et ben, l'idée est de s'inspirer, et merci pour votre partage, de s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays européens. Je crois que vraiment voilà, moi, c'est vrai que je souhaitais conclure là-dessus, dépendamment des autres questions, hein, mais vraiment travailler sur nos stéréotypes, nos préjugés. Il y a effectivement des choses dans la culture de notre pays qui perpétuent cet humour limite, hein, qui en fait n'est pas de l'humour, et d'où l'importance vraiment de renforcer en France la lutte contre le sexisme, le fait de créer vraiment ces environnements à la fois sociétaux, mais au sein des entreprises bienveillants, accueillants pour tous. Et puisqu'on l'a vu, c'est vraiment ça qui permettra finalement plus d'égalité aux femmes, d'accéder aussi à plus de fonctions de dirigeantes. Et je le redis, c'est un vrai levier de performance. Enfin, je veux dire, au-delà des valeurs et de la loi, c'est un levier de performance pour les entreprises. Donc, c'est une motivation supplémentaire. Mais évidemment, et la question, le cœur de ça, je vais vous partager. Là, j'ai animé récemment un atelier sur l'égalité entre les femmes et les hommes auprès d'étudiants, de jeunes étudiants. Et en fait, leur conclusion, après 4 heures d'échanges passionnants, c'était en fait, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une question de respect. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne conclusion qu'ils ont partagée avec nous. Merci. Dernière question, une mission de transition au sein d'un comité exécutif n'est-elle pas l'opportunité idéale de démontrer l'efficacité d'y nommer une femme? C'est une question de Pascal. D'y nommer une femme le temps de la mission et d'ouvrir ainsi la voie dans les entreprises où cela n'est pas encore le cas. Donc là, je me permets de répondre. C'est une question pour Isabelle, ça. Donc effectivement, c'est une vraie opportunité, le management de transition qui est offert aux hommes comme aux femmes. Et j'en appelle d'ailleurs aux femmes parce que globalement, il y a beaucoup plus de managers de transition hommes que de femmes. Encore une fois, des stéréotypes parce que la seniorité, et donc les femmes pensent qu'elles ne sont pas assez légitimes, pas assez seniors, alors que c'est tout à fait ouvert à ces personnes et notamment aux femmes. Donc, je vous invite, mesdames, si vous êtes intéressées par le sujet, à nous rejoindre. Merci à tous les deux pour vos partages en toute authenticité. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci pour vos idées afin d'améliorer la parité dans l'entreprise et non pas uniquement pour répondre à une obligation légale, mais aussi et surtout pour contribuer à un monde à la fois plus inclusif et plus performant. À bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.